Vous êtes formidable en Nouvelle-Aquitaine ce matin, retour vers le futur. Je suis en pirate, je vous en dis plus dans quelques instants avec notre invité. Mais d'abord le programme donc, des intervenants. Bonjour Jérôme Roger, bonjour. Responsable de la Ligue de protection des oiseaux en Limousin. De quel oiseau est-ce qu'on va parler ce matin? On va parler des hérons, de la famille des hérons. Il y en a différentes plusieurs espèces présentes en Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Bonjour Marie Gilbert Dexé. Bonjour. Vous travaillez à la CARSAT. De quoi est-ce que vous allez nous parler plus précisément ce matin? De la prévention des risques professionnels, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ouais, là, il y a un véritable enjeu pour toutes les entreprises et pour tous. Et bonjour Jean-Luc Poissonnier à Limoges. Aujourd'hui, tu viens nous présenter quelque chose qu'on adore pour manger pendant les fêtes. Et oui, Vanessa, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des huîtres. Comment on ouvre une huître, comment on la déguste, comment on peut la manger. Voilà, vous me laissez 2h30, il n'y aura pas de souci. Nickel, tu auras tout le temps qu'il faut. Vanessa. Et on va surtout prendre un petit peu de temps pour la dégustation. Et puis aujourd'hui, comme je vous le disais, on va voyager dans le temps. Notre invitée, elle permet ça, de voyager grâce aux costumes qu'elle confectionne depuis son atelier dans la Vienne. Des costumes qu'on peut louer partout en France. Donc on la retrouve tout de suite. C'est parti. Bonjour Alice Cornuau. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, vous et vos costumes. Ce costume-là, un costume de pirate, qui date de quand? On va dire première moitié 18e à peu près. Ouais. C'est pas une reconstitution historique véritable, mais le patron, en fait, notamment celui qui a été utilisé pour la veste, c'est un patron de veste du tout début du 18e. Et après, je prends ma liberté avec les tissus, etc. J'adore parce que ça fait très vrai, en fait. Il y a un côté très, très authentique. C'est l'intérêt d'utiliser des patrons d'inspiration historique sans forcément avoir cette ambition de faire de la reconstitution, mais de se baser sur des vêtements qui ont vraiment existé. Parce que forcément, il y a un côté, on peut bouger dedans, ça fait vrai. En plus, c'est hyper confortable. Moi, je suis une femme, vous l'avez remarqué, j'espère. Il y avait des femmes pirates au début du XVIIIe siècle? Pas beaucoup. Ouais. Il y avait Anne Bonny, d'ailleurs le costume sur le site porte ce nom-là, parce qu'elle était connue pour s'habiller en homme, justement pour passer un peu plus inaperçue. Ouais. Il y avait des femmes, mais forcément pas beaucoup. Là, vous avez apporté avec vous un autre costume, bleu et blanc. C'est quoi ce costume? De quelle époque est-ce qu'il date? Alors celui-ci, il est plutôt inspiré de la toute fin du 19e siècle, plutôt aux alentours de 1890. Et les couleurs et l'inspiration globale, j'étais partie sur le personnage de La Belle et la Bête. Donc Belle, la tenue blanche et bleue qu'elle a au tout début du film. D'accord. Vous en louez combien des costumes sur votre site internet? Alors là, il y en a à peu près une vingtaine. Il y en a qui vont sortir dans le courant du mois. Donc il y a un petit peu tout, un peu toutes les époques. J'aime bien varier, je suis passionnée par plein de choses différentes. Donc, et puis hommes et femmes, évidemment. Alors, on a parlé de costumes. Voilà, hommes et femmes. Vous êtes inspirés par plusieurs types d'époques. Il y a des choses quand même qui vous inspirent plus? Alors c'est vrai que tout ce qui est 19e dans le côté l'époque avec Jane Austen, tout début 19e et toute fin 19e, j'aime particulièrement. J'ai fait pas mal de choses en 18e aussi pour des associations, des choses comme ça. Et puis tout ce qui est médiéval, parce que médiéval fantastique, Le Seigneur des Anneaux, etc. aussi, ça me plaît beaucoup. Ça fait marcher l'imagination, tout ça. Donc en fait, l'idée de l'entreprise que vous avez créée, c'est qu'on peut louer vos costumes sur votre site internet. Et vous les envoyez ensuite, comment ça fonctionne? C'est exactement ça. Les gens vont sur le site, ils choisissent les dates auxquelles ils ont besoin le costume. Et en fait, ils vont recevoir le costume 1 ou 2 jours avant la date et ils la renvoient dans le même carton. Donc, comme ça, ils n'ont pas forcément besoin de bouger chez eux. Au pire, ils vont au point relais. Et ça leur permet de profiter de ce moment-là, même s'ils sont un petit peu loin des grandes villes où on ne trouve pas forcément... il faut donner sa taille, évidemment. C'est ça. Parce que ça peut être un petit frein, ça, de ne pas pouvoir essayer le costume. Mais j'imagine que vous faites des tailles qui vont un petit peu... Oui, voilà. ça fait partie Là, moi, des je vous ai dit ma taille, et puis en fait, ça va très bien. Ça fait partie des contraintes. Et c'est aussi là où c'est intéressant d'avoir des patrons un peu historiques. C'est qu'à l'époque, on ne changeait pas de vêtements aussi souvent. Et du coup, on avait forcément des variations de taille. Donc, tout ce qui était lassage, c'était vraiment pensé aussi pour être adaptable. Donc, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. C'est que là, du coup, vous m'avez donné la taille. Je sais que j'ai le lassage derrière, j'ai les boutons, je peux mettre la ceinture. Donc, Parce que c'est hyper... Là, j'ai plusieurs couches, en fait. Il y a une chemise, un petit veston, une veste par-dessus. Enfin, il y a plein de petits détails qui sont incroyables. Vous mettez combien de temps pour faire un costume, à peu près? Un costume complet, ça va prendre environ 1 mois. Ah ouais? Oui.
j'ai plein d'autres choses à faire à côté. Hein, oui, vous ne faites pas un mois juste un costume. Où je fais que de la couture, non, je fais plein d'autres choses à côté. Mais c'est vrai qu'en général, je compte à peu près une semaine par élément. Donc là, vous voyez, il y a la culotte, la chemise, le veston, la veste. La veste prend plus de temps, mais la chemise en prend moins. Donc en moyenne, ça fait à peu près un mois. Vous les trouvez où alors, vos tissus ? Un peu partout. En général, de prédilection, j'aime bien chiner et faire de la récupération. Parce que c'est là où on va trouver des costumes déjà un peu abîmés, qui vont donner du coup ce côté un peu vrai. En plus, le côté écolo, moi, ça me parle un peu. Ouais. L'idéal, c'est de trouver des tissus en grand métrage, de fibres naturelles et en récupération. Et on voit le travail dingue que ça doit représenter, un costume. Vous les louez combien ? C'est quoi la fourchette de prix ? Alors l'idée, c'est de proposer des costumes pour le maximum de personnes. Donc je me restreins dans les finitions et j'essaie d'être entre 50 et 100 euros pour le week-end complet. Donc vraiment les 2 jours, pour que, j'estime que c'est un tarif qui peut être accessible. Oui. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop mettre de fioritures, pour que ça reste vraiment accessible au plus grand nombre. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression, j'ai fait quelques recherches, mais vous n'êtes pas beaucoup, voire vous êtes peut-être la seule à faire ça en France. C'est une offre assez originale sur le marché de la location du costume. Directement en ligne, oui, j'en ai pas trouvé d'autres. Il y a de la location de vêtements qui se fait de plus en plus. Mais sur le costume, en général, les costumières vont avoir tendance à demander au cas par cas, demander un mail. Et dans ces cas-là, selon le costume, elles peuvent envoyer. Mais ce n'est pas aussi simple d'accès. Et c'était quelque chose qui est important pour moi, justement, que ce soit, encore une fois, accessible au plus de monde possible. Ça vous vient d'où, cet amour des costumes et de la couture ? Alors, c'est l'amour des costumes qui est à l'origine de la couture. Ouais. Et j'ai toujours aimé me costumer. Comme quand on est enfant, on aime se costumer. Moi, ça ne m'a jamais quitté du tout. Et comme je viens de Niort, à côté de Niort en plus, quand j'ai vu que devenu adulte, il y avait le persan, on ne trouvait pas forcément les costumes que je voulais, dans la qualité que je voulais. Du coup, ma maman m'a montré comment coudre. Voilà. Et c'était quoi le premier costume que vous avez confectionné ? Vous vous en souvenez ? Oui, très très bien. Ouais. C'est la robe jaune de bal de La Belle et la Bête. D'accord. On y revient toujours. On y revient à La Belle et la Bête. Il était pas incroyable, il faisait très déguisement, il était très brillant et tout, mais je l'ai gardé vraiment très longtemps parce que c'était un beau souvenir. Puis c'est vrai que pour un premier costume, ça en gêne. Ouais, un petit peu. Et votre costume préféré aujourd'hui, entre tous ceux que vous faites, c'est difficile ça ? C'est difficile et puis j'ai envie de dire, il n'est pas fait. En fait, dès qu'un costume est fini, il y a la joie de le voir porter sur quelqu'un. C'est toujours super. Je vous rends joyeuse alors aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est chouette. Et après, il y a le côté du « Ah, mais après, j'ai envie de faire ça, et après, j'ai envie de faire ça. » Et en fait, ça se finit jamais. Le futur costume préféré, il n'est pas fait, il est à venir. Quoi. J'adore parce qu'on voit dans vos yeux, ils brillent, ils pétillent quand vous en parlez. Vous êtes une vraie passionnée. Ah oui. Bon, vous restez avec nous encore quelques instants jusqu'à la fin de cette émission. Alice, on continue à parler de cet amour des costumes que vous avez. Mais avant cela, on va parler d'autre chose avec la CARSAT tout de suite. On va parler de prévention des risques dans l'entreprise. Marie-Gilbert Dexé, vous venez donc nous parler de cet incroyable enjeu qui est la prévention des risques en entreprise. Pourquoi c'est un enjeu si important ? C'est un enjeu important parce que déjà, c'est éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles, donc éviter à la fois que des salariés aient un accident. Et côté employeur, c'est aussi important parce que ça évite que leurs salariés soient en arrêt. Et du coup, ça évite aussi la désinsertion sociale si l'arrêt est prolongé. Enfin, il y a pas mal d'impacts. Pour la performance des entreprises, finalement, c'est économique des entreprises, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, en 2023, il y a eu plus de 50 000 accidents du travail avec arrêt qui ont été comptabilisés. Ça représente plus de 4 millions de jours de travail perdus pour une année. Ça fait beaucoup, on ne se rend pas forcément compte de l'ampleur justement de... C'est ça. C'est en fait les chefs d'entreprise ne se rendent pas forcément compte de l'impact économique que peuvent avoir des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et ça touche beaucoup de secteurs. Les entreprises, ça c'est dans le Code du travail, elles doivent faire en sorte de prévenir justement les accidents. Tout à fait. Le Code du travail stipule que le chef d'entreprise est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples soit de maladies professionnelles ou d'accidents du travail ? Parce que finalement, est-ce que tous les domaines sont touchés ? Il y a quand même des entreprises, des secteurs qui sont un peu plus accidentogènes. Alors, les accidents du travail touchent tous les secteurs. Et donc, on va beaucoup parler du risque routier, qui est un risque
dans l'entreprise. Mais on a aussi les troubles musculo-squelettiques. On a quand on est au bureau, parfois aussi, juste. Tout à fait. Rien que d'avoir un poste de travail, ne serait-ce qu'au bureau qui est mal installé, où la personne va toute la journée avoir une mauvaise posture. Eh ben forcément, ça peut impacter derrière sa santé et donc impliquer, bien sûr. engendrer des maladies professionnelles. Comment donc les entreprises ont l'obligation de faire des choses pour prévenir tout ça? Comment est-ce que les entreprises elles-mêmes peuvent être aidées, accompagnées par la CARSAT? Par la CARSAT, en effet, il y a un service, donc la CARSAT, Caisse d'assurance retraite et santé au travail, il y a un service risque professionnel dans lequel on a des contrôleurs de sécurité qui ont un portefeuille d'entreprise et qui vont aller dans les entreprises pour apporter des conseils sur la prévention des risques professionnels. Donc ils ont un œil aiguisé pour ça, ils vont pouvoir détecter les situations à risque et proposer les conseils adaptés pour prévenir ces risques. Et ça pour tout type d'entreprise, encore une fois, toute taille d'entreprise, parce qu'on imagine que dans les grosses entreprises, c'est peut-être, ça roule un petit peu plus, mais peut-être les petites entreprises où déjà les chefs d'entreprise, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps de tout faire et ça peut être un peu compliqué. Tout à fait, ils peuvent s'appuyer sur les contrôleurs de sécurité qui vont dans tout type d'entreprise, en effet. Ça va de la boulangerie avec quelques personnes à la boulangerie industrielle, ça va du petit atelier de mécanique à la grosse chaudronnerie. On va dans toutes les entreprises qui ont des salariés au régime général. D'accord. Et pour aller plus loin, alors il y a l'intervention du Centre interrégional de mesures physiques pour lequel vous travaillez plus spécifiquement. Tout à fait. Je suis la responsable du Centre interrégional de mesures physiques. On a une équipe de contrôleurs de sécurité qui sont spécialisés dans les nuisances physiques, qui vont aller dans les entreprises pour objectiver les risques en faisant des mesures ou pas, en fonction de la situation qu'ils vont pouvoir observer et qui vont apporter des conseils sur la prévention des risques liés à ces nuisances physiques particulières qui sont l'éclairage, les nuisances sonores, les vibrations, les champs électromagnétiques, mais aussi la ventilation des locaux. Il y a des choses qu'on ne soupçonne pas en fait, qui peuvent être vecteurs de risques professionnels. C'est sûr. Et il y en a qu'on connaît, mais qu'on ne sait pas forcément appréhender et pour lesquels on ne sait pas quelles sont les solutions les plus adaptées pour minimiser les risques. Et du coup, nous, on va pouvoir s'appuyer aussi sur tous les travaux qui sont menés par l'Institut national de recherche et de sécurité, avec lequel on travaille, et qui vont nous permettre de proposer aux entreprises les solutions de prévention adaptées. Attention, là, moi j'ai pris un risque aujourd'hui en me déguisant en pirate. Donc, je vais prendre un risque plutôt à mes petits collègues autour de moi. Comment on fait pour rentrer en contact avec, si on est chef d'entreprise ou même salarié, qu'on se dit tiens là, il y a des risques, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site de la CARSAT et on rentre en contact avec le contrôleur de sécurité de son secteur. Merci beaucoup. Qui va ensuite faire appel à nous si besoin. Merci beaucoup, il y a tout qui s'affiche, voilà, tous les contacts. N'hésitez pas si vous avez un doute, une question, n'hésitez pas à contacter la CARSAT. Merci beaucoup Marie. Merci. Vous restez avec nous aussi, Marie, Alice, on va parler des oiseaux aujourd'hui et plus particulièrement des hérons. Alors Jérôme, tu viens nous parler effectivement des hérons. Pourquoi aujourd'hui d'ailleurs? C'est la période où on les voit. On peut les voir toute l'année, mais c'est qu'en ce moment, il y a certaines espèces qu'on va commencer à voir plus facilement. Ouais. Et donc, c'était d'évoquer effectivement qu'il y a 9 espèces. Il y a 9 espèces je pensais ardéidés, donc de la famille des hérons, aigrettes, qui sont tous dans la même Les aigrettes, ça fait partie de la même famille que les hérons. Voilà, les ardéidés. Les ardéidés. Voilà. Donc, il y a 9 espèces au niveau national, mais elles sont également visibles en Nouvelle-Aquitaine avec certains points communs. Alors ça, c'est un héron cendré, point commun en toutes ces espèces, généralement des grandes pattes. Là, on ne les voit pas parce qu'il est dans les hautes herbes. Grandes pattes et grands cou. Généralement un grand cou. Pas toutes les espèces ont un grand cou. Souvent, certaines espèces sont un peu ramassées. Et puis surtout, c'est ce bec en forme de poignard qui leur permet d'attraper leur proie. Et donc, beaucoup sont des piscivores ou en tout cas mangent des piscivores, des poissons. Des poissons. Je sais, tu as vu le vide intersidéral dans mon regard, c'est ça? Mais si, je me doutais bien qu'il y avait un rapport avec les poissons. Donc ça, héron cendré, ok. Donc,
On a des espèces qui sont arboricoles, qui nichent dans les arbres, et des espèces qui nichent dans les roselières. Les espèces arboricoles, comme on a vu avant le héron cendré, là on a le héron pourpré, un de ses cousins, qui lui niche au sol dans les roselières. Le premier se porte très bien, le second un petit peu moins bien, à l'instar de son milieu de prédilection, les roselières, qui ne sont pas en très très bonne santé au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et même au niveau national et même européen, quoi. Et donc voilà, celui-ci est beaucoup plus fin, de la même taille à peu près que le héron cendré, qu'on connaît tous, j'espère, qu'on voit au bord des étangs, des rivières, dans les prairies. En cette saison, ils vont beaucoup dans les prairies chercher des campagnols, même s'ils sont souvent piscivores, ils mangent aussi d'autres choses, des grenouilles, des campagnols, des insectes. Lui est également très piscivore. C'est un migrateur. Donc lui, il n'est plus là chez nous. D'accord, en ce moment, on ne le voit pas. De l'autre côté du Sahara, donc c'est un migrateur long courrier, trans-saharien, il va au-delà du Sahara. Très bien. Autre espèce? Ben, c'est encore un héron pourpré, là, de face, en tout cas. Il est beau. Donc lui qui niche dans les roselières. Ouais. Et alors là, c'est un... Ça, c'est un bébé héron? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un héron garde-bœuf. Regarde, on le voit, il est à côté de pieds de charolaises, de vaches charolaises. C'est une espèce qui est apparue il y a quelques dizaines d'années maintenant, qu'on voyait avant uniquement, quasiment. Moi, quand j'étais enfant, je le voyais très souvent dans les documentaires animaliers derrière les éléphants. Et en fait, lui, c'est plutôt un insectivore. Ouais. Et donc, il mange des parasites. Garde-bœuf, il est derrière les troupeaux d'herbivores qui déplacent les insectes et il picore derrière eux. C'est pratique. Il niche depuis quelques années en Nouvelle-Aquitaine et il est assez présent en bande, souvent dans les prairies, derrière les vaches ou les moutons, voire les chevaux. Ok, donc un petit héron. Et il fait partie de la petite famille là, des hérons blancs, on va le voir. Il y a d'autres espèces également de hérons blancs, notamment, voilà. Donc là, on a en arrière-plan un héron cendré, le assez commun. Et puis, juste devant lui, un petit peu plus grand, plus costaud, la grande aigrette. Ça se ressemble fortement. Hein. Ouais, en gros, c'est un héron blanc. Souvent, quand on nous appelle, c'est j'ai vu un héron blanc, c'est bizarre. Une aigrette. C'est une grande aigrette. Et alors, plus petit au premier plan, une aigrette garzette, on voit la différence de taille et on voit aussi la couleur du bec, en fait. Oui, plus foncé. La grande aigrette, là, elle apparaît beaucoup en ce moment, dans toutes nos prairies, nos champs. Pareil, elle vient manger les campagnols et elle devient de plus en plus présente. C'est des espèces qui, avant, vous auriez pu avoir une plume à votre chapeau, qui ont été exterminées à une certaine époque. On le voit sur la petite devant, vous voyez, les petites plumes là, en dentelle sur le dos. Et donc, en période de reproduction, elles font des très belles plumes qu'on retrouvait sur les chapeliers, les cherchaient beaucoup. Et donc, avant, elles étaient chassées pour ça, quoi. Alors, autre héron. Et après, donc là, on a le ça, c'est bioro gris. Alors ça, c'est un héron. C'est celui qui a justement pas vraiment de cou, mais on le voit, il a quand même des assez grandes pattes et un bec en forme de poignard. C'est le héron bioro, qui est plutôt un crépusculaire. Donc lui, il va effectivement nicher souvent dans des saulées. Donc, pas vraiment en haut, pas vraiment en bas, à mi-hauteur. Mais surtout, c'est qu'on ne le voit pas souvent parce qu'il se cache et il chasse généralement la nuit. Il est très rigolo, je trouve. Enfin, moi, je l'entends vers chez moi assez régulièrement. Il fait le bruit d'une corneille ou d'un corbeau un peu. Il croasse un peu comme les corvidés. Comment il fait? Non, je ne saurais pas le faire, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Non, tu sais. Croix. Ouais, bof. Voilà. Et alors là, c'est le petit de la famille, le blongios nain, qui niche dans les roselières. Il fait 125 grammes, 150 grammes. C'est un petit héron comme ça. Il est tout pas petit. Plus haut que ça. C'est tout petit. Très rare, il est présent sur quelques roselières du littoral et quelques sites à l'intérieur des terres. C'est un migrateur transsaharien, donc actuellement, lui, il n'est pas chez nous, il est en Afrique. Et le point commun entre tous ces hérons, ça c'est quoi ça? Ça, c'est un butor étoilé. Le point commun, c'est des échassiers. Alors, c'est des échassiers avec 4 doigts aux pattes. Alors, j'avais pas d'illustration pour bien vous montrer, mais en fait, ils ont 3 doigts à l'avant, un derrière. Les cigognes, par exemple, qui sont assez proches, échassières, avec des grandes pattes également, elles ont 3 doigts devant et un petit doigt, un peu pas extropié, mais atrophié, merci, à l'arrière. Et le dernier là? Et là, alors là, c'est le plus rare de tous, qui s'appelle le crabier chevelu. On le voit derrière, vous voyez, il a des longues plumes, voilà, des longs cheveux. Il a surtout d'Artagnan. Ça peut être un copain. Et donc lui, c'est un Méditerranéen qui est en train de coloniser de plus en plus la Nouvelle-Aquitaine et vers le nord en fait de la France, tout doucement en train d'apparaître. Il a un bec magnifique. Voilà. Ouais, alors là, il est en période de reproduction. Du coup, effectivement, ils expriment par des couleurs, des fois du bec et du plumage, pour être bien visibles par les femelles. Merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces informations. Vous êtes sensible, vous disiez à l'environnement, Alice, vous êtes sensible aux oiseaux, aux hérons. Vous saviez qu'il y avait 9 espèces de hérons? Je ne savais pas. Ben voilà.
Dans la Vienne, pourquoi la Vienne d'ailleurs? Pourquoi vous êtes installée dans la Vienne? Parce que j'ai fait mes études d'histoire à Poitiers et j'ai beaucoup aimé la ville, donc j'y suis restée. Études d'histoire, en fait, vous n'étiez pas préposée à devenir costumière réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Du tout. Je suis partie en histoire, j'ai validé un master et j'avais hésité entre la recherche et l'enseignement. Au final, n'arrivant pas à me décider, je suis partie un petit peu dans la vente. Et puis en fait, j'ai fini par me rendre compte que c'était sympa aussi de cumuler 3 choses différentes que j'avais appris, la couture et l'histoire, et du coup la vente un peu quand même. Ouais. Et Mais de la pure vente, voilà. ça vous allait pas. Donc c'est pendant la période du Covid que là, vous vous êtes dit vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, vous en avez pris. Pas de j'espère. regret? Non, pas de regret pour le moment du tout. Surtout quand je vois, quand vous avez mis le costume, du coup, dis donc, c'est vachement bien, ça fait vrai. En C'est fait, impressionnant. Ouais. Vos yeux, ils brillent, mais vous faites aussi briller les yeux de ceux qui portent vos costumes. C'est ça. Et ça, c'est venu après, parce qu'au début, j'ai même costumé moi. Et en fait, me rendre compte que c'est génial pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de s'habiller de telle ou telle manière. Ils deviennent quelqu'un d'autre et ça peut être très thérapeutique presque. On devient quelqu'un d'autre et on voyage. Vraiment, c'est chouette. Merci beaucoup d'être venu. Mais on ne va pas terminer comme ça. On va terminer en vous faisant déguster quelques huîtres. Ça vous dit? Oui. Allez, c'est parti. Alors Jean-Luc à l'Océan, en poissonnerie fameuse à Limoges, vous venez pour nous parler donc de ce qu'on adore déguster pendant les fêtes, les fameuses huîtres. Voilà. On en a dans la région en plus. On en a dans la région. Alors, moi, je pars du principe que toutes les huîtres sont bonnes. Parce que moi, en tant que commerçant, quand un client va me voir, j'ai le meilleur osqueculteur, le squeculteur de Normandie supérieur à Marianne-Oléron, etc. Il y a une petite bagarre entre régions quand même. Hein. Moi, je pars du principe, il faut se faire plaisir au palais. Qu'elles viennent de Normandie, qu'elles viennent du Sud, qu'elles viennent de Charente, de le Bretagne. principal, de Bretagne. J'en oublie. Les osqueculteurs, il y en a beaucoup, beaucoup. Toutes les huîtres sont bonnes. Voilà. Alors, il y a différents numéros dans les huîtres. Nous avons de la 5, de la 4, de la 3, de la 0, de la double 0. Plus le numéro est petit, plus l'huître est grosse. Oui. Après, il faut aimer l'huître. Alors, la standard. Il faut aimer avoir beaucoup de matière en bouche pour une taille zéro. C'est un steak. Voilà, c'est un steak. Il faut aimer l'huître, il faut être connaisseur. Alors, il y a des huîtres de Marianne-Oléron. On en parlait comme tout à l'heure, des Marianne-Oléron que je vous ai montré tout à l'heure comment on en ouvre une, qui est bien verte, qui est bien belle. Nous avons des numéros 5. Voici les numéros 5. C'est des petites huîtres que je vais vous ouvrir tout à l'heure aussi. C'est des baby, c'est des toutes petites huîtres numéro 5. Vous allez voir, c'est charnu. C'est très bien pour l'apéritif. Ou des personnes qui n'aiment pas trop l'huître, je trouve que c'est pas trop en chair. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Okay. Et on a des spéciales. Alors les spéciales, elles sont là, quoi, elles sont plus charnues, elles sont plus, il y a plus de matière. Il faut être vraiment connaisseur. Et attention, une huître, ça se déguste. Moi, je mange 12 huîtres en 5 minutes. Non, une huître, ça se déguste. Ça se déguste comment? On ouvre, je vais vous montrer. On la met en bouche et on la casse, on la mâche. Parce que quand vous fermez les yeux, quand vous la cassez en bouche et tout, vous avez le iode, vous avez le goût iodé. Parce qu'il y a des huîtres qui sont iodées, il y a des huîtres qui sont plus douces. La Marianne-Oléron sera peut-être un petit peu plus douce que la normande. Elle aura moins de iode, mais elle sera sympa. Vous voyez, il faut bien la casser en bouche, faut bien. Alors maintenant, je vous démontre. Voilà, l'ouverture. La galère, c'est quand même de l'ouvrir. Ouais, de l'ouvrir. Il faut que je fasse attention, on parlait d'accident de travail. Donc, attention, oui, c'est vrai. Le lien est bon, je trouve. Il y a Marie qui est pas loin. Mais comme la garde à tête. Alors, pour ouvrir une huître, on peut mettre un gant de toilette, tout bêtement, parce que ça protège, ou des gants en plastique assez épais. Et il faut un petit couteau. Un couteau à petite lame, pourquoi? On le tient comme ceci, pas comme ceci. Parce que si vous tenez un couteau comme ça, si je ripe, aïe, je me fais mal. Je vais doucement, il faut que je montre à la caméra. Et si on rit comme ça, on se fait moins mal. Alors, on met son huître comme ceci. On la chatouille un petit peu. Quel côté? Donc là, tu ouvres côté droit. Je vais expliquer pourquoi j'ouvre ce côté-là. Okay. Là, j'ouvre et je fais un biais et je bloque avec mon pouce. Je vais doucement, que la caméra voie bien. Voilà. J'essuie. Bon, là, normalement, j'ai un torchon. J'essuie. Je racle le couvercle. Vous voyez? Ouais. Et Vanessa, vous avez posé une très, très bonne question. Pourquoi j'ouvre de ce côté? Oui. Eh bien, tout bêtement, le pied est ici. C'est le pied. On appelle ça le pied. Là Ouais, où elle est accrochée, en fait. Et voilà. Et quand je remets l'huile dessus, quand je mets le couteau là, on prend le pied et on coupe. Et on ouvre. Petite astuce. Oui, Vanessa. Ça a l'air très facile juste quand on doit mais je vais en refaire une autre. Ouais. C'est pas si simple. On coupe pour déguster. Vous voyez, je coupe le pied. Et mon huître est décrochée. Comme ça, je la mets dans le plat. Et les invités prennent l'huître. Est-ce que quelqu'un veut la goûter? Oui, enfin, Voyez, Alice, regardez.
Voilà, j'ai coupé le pied. Alice, et c'est quand même l'huître, les invités on d'abord. peut, il n'y a pas besoin de fourchette, on peut la manger. Qui veut la déguster? Allez. Allez, je mets... Voilà. On laisse l'eau de l'huître. Alors... Attends, Alice, non, Ouais, Alice. allez-y. Soit on la vide, Ouais. elle refait son eau, ou on peut la manger telle quelle. Mais Vanessa, c'est vraiment une question. On peut vider l'eau et la déguster. Alors l'huître, ça se mange chaud. On peut la manger telle quelle. On peut la mettre en salade. Bah, vous savez, maintenant, on peut... Il y a plein de façons. Plein de façons de faire, je ne vais pas vous expliquer. Ouais. Et alors, je Avec un remonte peu de coup. citron aussi. Ouais, alors, moi, je la mange nature. Il y en a qui vont tu as mettre de 15 l'échalote. secondes pour montrer, si tu veux. 15 secondes. Oh là 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 là. Allez. Alors, je remonte l'ouverture, Vanessa. J'adore venir dans cette émission, c'est génial. Bah, tu reviens. Alors là, c'est d'un tu reviens dans spécial. 2 jours, donc c'est très bien. Regardez, hop, je coupe, j'ouvre, je coupe le pied, hop, je remets. Et qui la veut? Allez. Allez, Vanessa. Bon, ben, Et vous en aurez aussi, on a fait quand même venir. c'était la Marie dernière et de Jérôme. Vanessa. Bon Merci. courage pour les fêtes. Au revoir, à bientôt. Allez, bonne fête. Non, on se revoit avant les fêtes quand même. Allez, j'y vais. Ouais. Ah, elle est un peu sucrée. Ah ouais, Elle est c'est la délicieuse. spéciale, petit goût noisette. Merci. Allez. Ciao.